Avant l'arrivée des colons en Afrique, il y existait des royaumes qui fonctionnaient et qui prospéraient plutôt bien. Ces royaumes avaient à leur tête des chefs qui avaient une certaine autorité garantie par une administration qui fonctionnait plutôt bien. Par la force des canons et des armes de grand calibre, ces royaumes ont été défaits et l'autorité de ces chefs bafouée. Le colon a par la suite installé des États qui jusqu'à aujourd'hui sont en quelque sorte un prolongement de leur mainmise sur les terres africaines. Ces États cohabitent tant bien que mal avec ces chefferies qui ont, dans la plupart, survécu quand même à ce rasis des colons. On peut dénombrer dans le Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun, dans lequel je suis, plusieurs grandes chefferies, donc le groupement Bangan, le groupement Bacham, le groupement Bamenjinda, le groupement Bamiso, le groupement Bamesenge, et j'en passe. Chacun de ces groupements est organisé en villages et chacun des villages est organisé en quartiers. À la tête de chacune de ces unités trône un chef. Mais nous allons nous intéresser au chef de groupement qui, dans la majeure partie des temps, porte encore le titre de roi ou de chef supérieur en quelque sorte. Que devient l'autorité de ces chefs dans notre société? Peut-on les considérer comme des citoyens, comme n'importe lequel des citoyens dans nos sociétés? Le chef traditionnel n'est certes pas au-dessus de la loi. Il est soumis aux mêmes droits et obligations, mais il bénéficie tout de même d'un statut particulier dans la société. Au Cameroun, par exemple, il bénéficie du titre pompeux d'auxiliaire d'administration. C'est un titre vide, mais ce n'est pas rien. Et ceci sans compter qu'il peut influencer dans les décisions communautaires par son autorité symbolique et culturelle. Au Cameroun, alors, le chef traditionnel porte le titre d'auxiliaire d'administration. Je voudrais comprendre ce titre en me référant euh, aux auxiliaires tels qu'on le voit en grammaire. Sauf que je n'ai jamais vraiment vu quelle charge porte ce titre-là. Et on ne sait plus en réalité qui est qui en matière de commandement territorial au Cameroun de nos jours. J'ai eu à discuter personnellement avec un chef de groupement de premier degré, il faut le dire, qui disait que le titre de chef d'État, qui est souvent reconnu au sous-préfet, ne leur appartient pas et que cela était une usurpation. Ce titre leur sied plutôt mieux parce que ce sont eux les véritables garants de la terre. La chefferie traditionnelle n'a donc aucun fondement dans les lois de l'État et on se demande où se situe donc réellement cette organisation traditionnelle qui n'existe pas puisque l'État est organisé, pour le cas du Cameroun, en régions. Les régions sont organisées en départements et les départements sont organisés en arrondissements. Si on va un peu plus loin, on retrouverait des districts. Cela n'a rien à voir avec l'implantation traditionnelle des groupements qui existent sur le terrain. Face à cette situation, on se pose bien la question de savoir, n'est-il donc pas mieux, peut-être, de supprimer complètement la chefferie traditionnelle?
Il n'est certainement pas question de supprimer la chefferie traditionnelle, dans la mesure où les chefferies sont un ancrage culturel et identitaire essentiel pour la cohésion sociale. La chefferie traditionnelle bénéficie d'une légitimité populaire importante à plus d'un niveau pour le relais de l'État, d'avec les populations et en particulier en ce qui concerne la gestion des conflits coutumiers, des conflits fonciers ou alors des conflits familiaux. Il est donc évident que le chef traditionnel demeure un maillon essentiel dans nos sociétés modernes. Il est le garant de nos cultures, coutumes et traditions. Traditions sans lesquelles nous allons tout droit vers un mur. Il faut d'ailleurs expliquer le retard actuel de l'Afrique par le fait que nos cultures sont en perte de vitesse à plus d'un niveau. Cette perte de vitesse est due au fait que nos chefs traditionnels ont perdu plus de 80% de leur autorité. Et cette perte de leur autorité a emmené ou a conduit nos chefs traditionnels à devoir se battre pour s'en sortir en société comme n'importe quel citoyen. Quoi de mieux pour eux que de se lancer en politique? On retrouve au Cameroun actuellement des chefs traditionnels députés de la nation. On les retrouve à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans compter que beaucoup bénéficient des décrets présidentiels et ministériels qui les nomment à des postes politiques juteux. C'est la bataille. Fort de cela, le pouvoir en place, pour mieux asseoir son pouvoir et son ancrage sur la durée, a pris une décision d'accorder un salaire aux chefs traditionnels. Au Cameroun, donc, les chefs traditionnels de premier degré bénéficient d'un salaire de 200 000 francs CFA par mois. Les chefs traditionnels de troisième degré bénéficient de 100 000 francs par mois. Et les chefs traditionnels de troisième degré bénéficient de 50 000 francs CFA par mois. Cette loi a ouvert la porte à toutes les dérives. Vous comprenez que désormais, en tant que sujet d'un chef, votre orientation politique doit être clairement définie par ce dernier. Vous comprenez que de nos jours, les sous-préfets sont devenus de véritables chefs, puisque ce sont eux d'ailleurs qui nomment et intronisent des chefs, qu'ils créent d'ailleurs de façon anarchique. Les quartiers et les villages d'antan sont désormais subdivisés pour pouvoir satisfaire les égos des uns et des autres qui veulent aussi entrer dans la marmaille et bénéficier de cette cagnotte que l'État a mis à leur disposition. Ça court dans tous les sens et les pouvoirs ou l'autorité et le rôle régalien du chef n'a vraiment plus aucun sens. J'ai cru comprendre qu'au Burkina Faso, une loi interdit aux chefs traditionnels d'exercer de la politique. On se demande si une telle loi est ce qu'il faut prendre. Faut-il interdire l'exercice de la politique aux chefs traditionnels? Il faut comprendre l'exercice de la politique comme étant le fait d'appartenir à un parti politique et de prétendre au poste ou fonction politique, que ce soit par élection ou par nomination. Si le chef traditionnel est un citoyen ordinaire, il pourrait exercer de la politique sans problème, comme cela dérive actuellement au Cameroun. Mais l'exercice de la politique est clairement un acte partisan. Or, le chef traditionnel est une autorité sacrée, symbole d'unité et de paix dans son groupement. De plus, ces décisions ne peuvent faire l'objet d'un débat, ce qui est impossible en politique, où son autorité serait alors bafouée, y compris par ses sujets. À cet effet, il faut éviter que les chefs traditionnels s'engagent activement en politique.
L'importance des chefs traditionnels est donc importante, essentielle et même cruciale dans les sociétés africaines modernes. Mais il est évident que l'implication des chefs traditionnels en politique est nocive à plus d'un titre pour la survie même de la chefferie traditionnelle et des coutumes dont ces chefs sont garants. Mais il est important tout de même que les chefs traditionnels soient aussi associés à l'élaboration des lois dans la société, des lois en République, ne serait-ce que pour éviter certaines dérives coutumières sur le plan des cultures, par exemple. Est-il donc, en l'état des choses, possible ou faut-il exclure complètement les chefs traditionnels de la gestion des affaires de la société? De par leur statut, il est important d'inclure les chefs traditionnels dans la prise de décision pour la gestion de la cité. Au Cameroun, il existe déjà une organisation des chefs traditionnels qu'on pourrait organiser en une sorte de conseil indépendant des chefs traditionnels avec un fonctionnement autonome et qui aurait le pouvoir de nommer 30% des sénateurs issus de ses membres en lieu et place du président de la République. Donc, c'est actuellement une prérogative. Ce conseil pourrait aussi avoir qualité de nommer 10% des conseillers régionaux issus de ses membres. Cela permettrait aux chefs traditionnels de participer à la vie politique sans en quelque sorte se salir les mains.